Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à ne pas procrastiner la vidéo sur la phobie. C'est une grande victoire. Aujourd'hui, on va parler de phobie et pour en parler, on va quand même définir exactement ce que c'est parce que dans le langage courant, le terme phobie, il n'est pas utilisé comme en psychopathologie où c'est quelque chose de très spécifique. D'ailleurs, on appelle ça les phobies spécifiques. Alors, tout le monde a une vision différente de ce que c'est la phobie. Donc, pour diagnostiquer une phobie, en fait, il faut plusieurs critères. Et je vais passer un par un parce que tous permettent d'éliminer pas mal de façons dont on utilise le mot phobie. Alors, le premier, c'est qu'il faut une peur intense, irraisonnée à la confrontation ou à l'anticipation d'une confrontation à un objet ou une situation. Donc, il faut bien retenir que la phobie en psychopatho, on parle d'une peur. Et donc, on va évacuer toutes les autres phobies qui ne sont pas liées à la peur, que l'on retrouve dans le langage courant, comme la xénophobie, la grossophobie, l'homophobie, car ce sont des phénomènes où la peur ne prédomine pas, ou des fois n'existent eux-mêmes pas. On exclut aussi les soi-disant phobies liées au dégoût. Donc, si tu as peur en hauteur, ça peut être une phobie. Si tu as envie de défoncer la face d'un crapaud quand tu le vois tellement c'est dégueu, c'est pas une phobie dont on va parler. Ensuite, il faut que la peur à l'exposition soit constante. Si des fois tu as peur et d'autres pas, il faut aller chercher ailleurs un autre diagnostic. Il faut aussi que le patient reconnaisse l'excessivité de sa peur ou son irrationalité. Si le patient il est persuadé que la banane qu'il voit peut être dangereuse, on va plutôt chercher vers le trauma, les problèmes de personnalité ou le délire ou des troubles psychotiques plutôt que la phobie. La personne elle évite la situation ou la vie avec une anxiété importante. Bon, là, c'est pareil qu'en deux, quasiment. Il faut aussi que la phobie perturbe la vie de la personne. Bon, ça, on n'en a jamais trop parlé, mais en psychopathologie, si tu as un fonctionnement qui perturbe pas ta vie, eh bien, c'est pas un problème. Si tu as extrêmement peur des éléphants, mais que cela n'impacte pas ta vie, techniquement, un psy peut pas dire que tu as une phobie pathologique. Ensuite, il faut que ça dure dans le temps. Et là, j'arrive au plus important, qui est même la raison pour laquelle je vais bien délimiter ce que c'est une phobie, c'est que si la peur est expliquée par un autre problème, eh bien c'est pas une phobie. D'où pourquoi lors de ma vidéo sur la phobie scolaire, je t'expliquais que ce n'est pas une phobie au sens psychopatho, car en fait c'est expliqué par bien d'autres phénomènes qu'une simple phobie. Et ça c'est très important pour la suite, car je souhaite être clair sur ce dont je vais parler dès le départ, et je te reparlerai de ce point un peu plus tard dans la vidéo, car si tu veux bien faire soigner ta phobie, il faut être vraiment sûr que c'en soit une et pas autre chose. Donc c'est pas parce que tu as peur d'un objet que c'est une phobie, ça peut être expliqué par autre chose. Maintenant qu'on a délimité ce que c'était une phobie spécifique au niveau psychopatho, que c'est un processus lié à la peur et que c'est isolé par rapport à d'autres phénomènes anxieux, on va voir comment se forme une phobie. Les chercheurs ils proposent deux étapes dans la création d'une phobie. Tu as la première étape où c'est la sensibilisation de ton cerveau à un objet ou une situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être phobique à un chien par exemple, il faut que ton cerveau ait identifié, se soit sensibilisé au chien comme étant dangereux. Il y a deux choses qui peuvent expliquer que ton cerveau soit sensibilisé à un stimuli. Des fois c'est inné, c'est-à-dire que dès le début de ta vie, t'es programmé pour avoir peur quand t'es exposé à un stimulus. Cela arrive fréquemment dans les phobies du sang, par exemple, qui sont très particulières et familiales. Et les mécanismes qui font que l'on soit de manière innée phobique, ils sont assez peu connus. Par contre, ce qui est très connu, c'est la deuxième façon de se sensibiliser, qui est par l'apprentissage. Un chien qui t'a mordu, ta mère qui avait peur des araignées, ton frère en pleurs en train de vomir. Dans ta vie, t'as plein de moments pour apprendre qu'un objet ou une situation, elle est très dangereuse. Pas dangereuse en soi, mais que ton cerveau ait appris et pensé qu'il était dangereuse. Et l'apprentissage, comme tu as vu dans les exemples, peut se faire soit quand tu vis une expérience effrayante, soit quand tu vois quelqu'un qui a peur, soit par une répétition de petits événements anodins mais perturbants. Et là, je vais te parler d'une expérience à la con de 1920. Donc, on a pris le petit Albert, un enfant de 11 mois. On lui montrait une souris. Très bien, il s'en branlait. Dans l'expérience, après, ce que l'on faisait, c'est que des fois, quand on présentait la souris, on créait un bruit hyper violent pour faire peur à l'enfant qui pleurait. Et au bout de plusieurs répétitions, l'enfant avait peur dès qu'il voyait la souris. Boum, premier stade de la création d'une phobie réalisée. Je te laisse un site en description si tu veux plus de détails sur l'avenir de cet enfant et cette magnifique expérience. Donc, première étape de l'établissement d'une phobie, il faut sensibiliser ton système nerveux à un stimulus, quel qu'il soit. À partir de là, peut se passer ou ne pas se passer un phénomène qu'on appelle la généralisation. C'est-à-dire que la peur d'un stimulus peut contaminer
par la peur la façon de voir d'autres stimuli. Par exemple, la peur d'un Yorkshire peut se transformer en peur des chiens, puis en peur des animaux, ou alors la peur de vomir peut se transformer en peur des maladies comme la gastro, puis en peur de l'hiver. C'est dans ces cas-là qu'une phobie initiale peut devenir très handicapante et c'est souvent là que les gens commencent à consulter. Mais tout cela suffit pas à avoir une phobie. Il faut un deuxième stade dans sa création. Il faut un défaut dans le processus de désensibilisation. Alors là, je vais t'apprendre un truc que tu as forcément vécu dans ta vie sans du tout y faire attention. Ça s'appelle le phénomène d'habituation. C'est le phénomène qui fait que lorsque ton cerveau est face à ce qu'il identifie comme un danger, mais que rien ne se passe, eh bien il commence à se calmer et à comprendre qu'il n'y a pas de danger. C'est le phénomène qui fait que tout ce qui t'a fait peur dans ta vie ne te fait plus peur. Et si ce processus n'existait pas, tout le monde serait comme un gamin d'1 an collé à ses parents car tout ferait peur. Donc pour créer une phobie, il suffit pas d'avoir peur d'un objet. Il faut aussi bloquer le processus qui fait que ton cerveau apprend à ne pas avoir peur. Et les deux processus sont étudiés de manière différente et n'ont pas les mêmes circuits au niveau neuro. Et on essaie de comprendre les deux de manière différente. Je te laisse un petit article là-dessus. Alors, comment on va la soigner la phobie ? Comme tu as vu, on ne peut pas jouer sur la première étape. Parce que la sensibilisation, elle est faite. Tu ne peux pas revenir dans le passé pour le changer. Tu ne peux pas modifier ta génétique pour changer ta phobie du sang, par exemple. Par contre, pour soigner la phobie, tu vas jouer sur le deuxième phénomène en créant les conditions qui vont créer l'habituation, qui fait que ton cerveau va comprendre que ce stimulus n'est pas dangereux. Donc avant de parler des thérapies qui fonctionnent le mieux, j'ai un petit aparté à te faire en revenant sur la définition des phobies. Il faut savoir que les phobies, bien qu'il y en ait de plus résistantes que les autres, c'est une pathologie qui se soigne très bien. En général, tu as 80 ou 90% de gens qui répondent super bien et qui se soignent au traitement que je vais te donner. Le traitement est assez rapide si le cas n'est pas trop grave, et tu as très peu de rechutes si on suit certaines règles, bien qu'il puisse y avoir des rechutes comme dans toutes les pathologies. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont te pousser à ne pas te faire soigner de manière efficace, pour je ne sais quelle raison, en invoquant un fantôme dont on parle souvent mais qu'on voit que rarement dans les études, c'est le déplacement du symptôme. Alors leur idée, ce serait que si tu vas te faire soigner vers les thérapies qui ont démontré une efficacité, en fait tu réglerais pas ton problème. Et ta phobie, elle disparaîtrait, mais tout d'un coup, elle réapparaîtrait sous une autre forme plus tard. C'est ce qu'on appelle le déplacement du symptôme, parce que ton symptôme, la phobie, se déplace et que ton problème n'est pas réglé. Sauf que bizarrement, quand les chercheurs ils prennent des milliers de patients dans des pathologies que l'on soigne correctement, bizarrement, on ne le voit pas beaucoup, ce phénomène. Alors, pourquoi parler d'un phénomène qu'on a beaucoup de mal à voir ? Est-ce que c'est parce que des méchants veulent vendre des thérapies de merde ou 10 ans de thérapie à 50 000 euros ? Pas forcément. C'est peut-être juste dû à des erreurs diagnostiques parce que les gens ne sont pas prudents quand ils font des diagnostics et qu'ils diagnostiquent des phobies qui n'en sont pas. Par exemple, tu as un patient qui a peur des trains. Tu te dis « Ah, je vais soigner la phobie des trains. » Il va mieux mais ça répète dans un ascenseur. Merde, c'est un déplacement du symptôme ça ? Ben non, en fait il avait un trouble panique. Donc il est hypersensible à ses propres sensations internes, donc normal que la thérapie n'ait pas fonctionné parce que c'était pas une phobie. Ton patient a peur des chiens. Tu te dis « Ah, je vais soigner sa phobie des chiens. Ça va mieux mais pouf, ça répète quand il part à l'étranger. C'est un déplacement du symptôme ça ? Ben non, pas forcément parce qu'il avait un trouble anxieux généralisé si ça se trouve avec une peur de l'incertitude. Donc ton patient il avait surtout peur de pas contrôler et ça se répète avec l'inconnu du pays dans lequel il est allé. Ou alors, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les phobies, c'est juste le traitement de la phobie qui ne s'est pas généralisé à toutes les situations. Ce qu'on observe quand même fréquemment. Si genre, t'as combattu ta peur des hamsters dans ton boulot de veto, et que ton cerveau s'en sécurisé dans ton bureau, il n'est pas dit que quand tu vas aller en forêt et que tu auras peur de te perdre, sous la pression, ton cerveau va se mettre à chercher le moindre danger, et que comme tu as eu peur des hamsters, il va avoir peur du moindre rongeur qui passe. Parce que la thérapie n'est pas allée jusqu'à faire l'habituation dans toutes les situations de la vie. Voilà, c'était important que je te prévienne, car vu que les traitements dont je vais te parler sont particulièrement efficaces, les opposants ont bien dû trouver des arguments particuliers pour dire que ces traitements c'était de la merde. On va donc parler des traitements les plus étudiés pour la phobie, et ce qui est important à retenir, c'est que quasiment tous vont utiliser la même méthode réputée assez efficace. Ça va être l'exposition aux stimuli qui te perturbent et chercher le phénomène d'habituation, c'est-à-dire le phénomène qui montre que ton cerveau est en train de te désensibiliser aux stimuli. Bref, c'est flinguer le stade 2 de l'établissement d'une phobie. Alors le but, c'est pas de prendre des serpents et les jeter à la gueule des gens, parce que ça s'appelle de la torture et pas de la thérapie. C'est de créer les conditions
selon laquelle le cerveau va comprendre progressivement qu'il n'y a pas de danger. Et s'il faut démarrer la thérapie avec le patient à 100 mètres le temps que tu tiennes un doudou serpent dans la main, c'est par là qu'il faudra commencer, jusqu'à que progressivement le cerveau s'en foute. Et on trouve plein de méthodes pour y arriver. Tu as par exemple l'exposition directe à ta peur, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, par l'imagination. Je te laisse un article avec toutes les méthodes expliquées. Je tiens juste à te signaler de ne pas aller dire à une personne phobique « Eh ben t'as qu'à affronter ta peur », parce que les règles à suivre pour obtenir l'habituation, correctement, et l'analyse correcte de la phobie, vaut mieux aller voir un professionnel. C'est pas juste en te confrontant à ta peur que tu réussis, il y a des conditions pour s'y confronter. Après, on étudie quand même les spécificités de certaines phobies pour adapter les traitements. Par exemple, dans la phobie du sang, une des caractéristiques de cette phobie, c'est que c'est la seule qui est biphasique. C'est-à-dire qu'il y a une première phase comme dans toutes les phobies où ton corps voit un danger, il s'excite, il s'apprête à répondre au danger en se tendant et en augmentant le rythme cardiaque. Les autres phobies, elles s'arrêtent là, où tu continues à paniquer. Mais dans la phobie du sang, tu as une deuxième phase où ton corps va tout d'un coup s'écrouler avec une réponse parasympathique, où tu vas jusqu'à tomber dans les pommes. Connaissant cela, il y a des gens qui ont créé une thérapie où on apprend aux patients à repérer cette seconde phase et à la contrer pour diminuer la phobie et mieux la travailler par la suite. Bref, contre les phobies, tu as plein de méthodes super efficaces. Je te laisse un article qui te parle d'une douzaine de techniques plus ou moins connues et fais le tri avec celles qui promettent des miracles mais qui ne démontrent pas tant d'efficacité et celles qui sont efficaces. En fait, dans les recherches qu'on voit, le gros problème avec le traitement de la phobie, c'est que d'une part, les gens ils consultent pas parce qu'ils préfèrent apprendre à éviter ou apprendre à vivre avec. Par exemple, en n'achetant pas de doudou hamster s'ils ont peur des rongeurs. Et le deuxième problème, c'est que le taux d'abandon des thérapies peut aller jusqu'à 45%. Alors, j'ai pas trouvé d'études qui expliquent pourquoi. La seule chose que je peux dire, c'est que de mon expérience professionnelle, c'est quand même super chiant de soigner les phobies pour le thérapeute et pour le patient, parce que franchement, attendre devant une image pendant 30 minutes que ton cerveau se calme et faire l'exercice tous les jours, faut franchement être très motivé. Et pour le thérapeute, c'est franchement beaucoup plus chiant que d'avoir des discussions philosophiques sur la vie et comment il faudrait vivre la vie. Voilà, t'en sais vachement plus sur les phobies. Si t'as envie de te renseigner plus, j'ai laissé les articles scientifiques dans la description. Et si tu as envie de savoir plus de choses sur plein de choses en psychologie, t'as ma chaîne et toutes les vidéos déjà faites.